bonjour Adramé. Bonjour Kumba. Alors, je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs dans ce nouvel épisode dont on fait le point avec NKAC. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va explorer un monde souvent mal compris, celui du contrôle interne. Effectivement. Donc aujourd'hui, on ne va pas utiliser de jargon inutile, on va parler concret et savoir exactement à quoi sert le contrôle interne et pourquoi il est important en fait dans le monde de l'entreprise. Alors, on va commencer par te présenter. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours et de la raison pour laquelle tu t'es spécialisé en contrôle interne et en gestion des risques? J'ai une vingtaine d'années d'expérience sur le domaine du contrôle interne, de la gestion des risques, sur l'audit interne. J'ai démarré ma carrière comme auditeur financier. Après, je l'ai poursuivi comme contrôleur interne dans des entreprises de la place en France. J'ai travaillé pour Bacardi Martini France, j'ai fait des missions pour le groupe Siemens, j'ai fait des missions aussi pour le groupe Nestlé. Et après, un bref passage dans un cabinet Exponence comme manager en risque consulting. J'ai monté un petit cabinet qui s'appelle ADN Risk Consulting, qui depuis 2017 accompagne des établissements financiers, les entreprises, les sociétés sur des problématiques justement qui sont liées à l'audit interne, au contrôle interne et à la cartographie des risques. Sinon aussi parallèlement, j'anime poule compte aussi de Lefebvre Dalloz sur ces mêmes thématiques. Alors, tu parles de 20 ans d'expérience, c'est pas négligeable. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser dans la gestion des risques et le contrôle interne? Pourquoi tu t'es dit que c'était un sujet stratégique pour les organisations? J'avoue que mon stage de dernière année a beaucoup joué en fait sur mon parcours professionnel d'aujourd'hui. Donc, lorsque je devais faire mon stage de dernière année, donc j'ai eu l'opportunité de faire ce stage dans une boîte en fait, dans une filiale américaine, donc Expedia, où à l'époque justement ils devaient mettre en place ce qu'on appelle les normes Sarbanes-Oxley. Donc c'est des normes de contrôle interne. Et pendant un an donc j'ai fait ce stage et ça m'a permis justement de toucher à tous les process de l'entreprise, à essayer d'identifier les risques financiers qui sont associés au processus. Et j'ai pris goût. Et depuis, je me suis dit, bon, même si j'ai fait un passage en cabinet comme auditeur financier, je savais qu'in fine, j'allais plutôt travailler dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur les sujets de contrôle interne ou cartographie des risques, on a l'opportunité de toucher à tous les process de l'entreprise. Que ce soit les processus support, ou les processus de management, ou les processus opérationnels. Donc, on a une vision 360 de toute l'activité de l'entreprise. Ok. Alors, il arrive qu'à leur échelle, elles aient tendance à, bon, on va dire, le négliger. Comment est-ce que tu pourrais expliquer aux PME et aux structures en croissance l'importance du contrôle interne? En fait, il faut qu'ils comprennent que déjà aujourd'hui, on est face à un environnement économique marqué par la complexité et l'incertitude, et que les entreprises donc doivent faire face à l'émergence de risques de plus en plus variés qui affectent directement leurs activités. Et d'ailleurs, en venant, j'avais lu un des sondages que le QBA avait fait donc, sur cette notion de risque, où on voit qu'en fait, plus de 40 ou 50% des chefs d'entreprise en fait, ont constaté que durant ces dernières années, les risques, que ce soit des risques financiers, des risques de fraude, ont explosé au sein de l'entreprise et qu'il serait primordial donc, de mettre en place des stratégies pour mettre en place leur dispositif de contrôle interne et de gestion des risques. Donc je reviendrai de toute façon tout à l'heure sur ce link qu'il y a entre contrôle interne et gestion des risques. Quel est le rôle réellement des dirigeants et des managers dans la mise en place d'un dispositif efficace? Une très bonne question, parce que pourquoi je dis que c'est une question pertinente, parce qu'aujourd'hui c'est ce que je remarque en fait au sein en Afrique, ou plus particulièrement au niveau du Sénégal. Lorsqu'on parle de dispositif de contrôle interne, le dirigeant assume la responsabilité ultime de la mise en place de ce dispositif de contrôle interne. Et que même la définition du type de contrôle interne qu'on peut mettre en place au sein
de l'entreprise. C'est lui qui doit définir donc la démarche, okay, même si, hein, bien entendu, il y aura une équipe contrôle interne qui va assurer le déploiement. Donc, la nature ou le niveau de maturité du dispositif de contrôle interne dépendra aussi, non, plutôt pas la nature, le niveau de granularité du contrôle interne qu'on veut mettre en place au sein de l'entreprise dépend plus ou moins donc des directives de la direction générale. Et deuxièmement, parce que souvent j'ai l'habitude de dire qu'en fait pour mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace, souvent la direction du contrôle interne doit être attachée à la direction générale et que la direction générale doit l'appuyer sur la mise en place de ce projet de contrôle interne. Et quand on n'a pas l'appui de la direction générale, très souvent on a des difficultés pour mettre en place de façon efficace ce dispositif de contrôle interne. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je donne souvent un conseil à ceux qui veulent mettre en place tout au début ce dispositif de contrôle interne et que c'est bien qu'il y ait en fait une lettre officielle en fait venant de la direction générale en fait où on précise justement les objectifs et les rôles du contrôle interne et qu'il y ait une communication officielle venant de la part de la direction générale. Okay. En fait, bon, ça fait pas partie, mais c'est juste pour clarifier. Voilà. En fait, cette communication-là qu'on fait en fait, du DG au manager et à tout le reste des collaborateurs, c'est pour que ce soit fluide. Parce que c'est vrai que quand on parle contrôle interne, on pense le gendarme, ça va être compliqué. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il faut insister sur le fait qu'il faut qu'il y ait la communication parce que quand ça reste juste au niveau du DG. Bien sûr. Le reste des collaborateurs ont peut-être tendance à se dire bon. Non, c'est exactement. Et en fait, ça me permet même d'entrer un peu sur la démarche. Hein. C'est au-delà du directeur général. Lorsqu'on met en place son dispositif de contrôle interne, autant c'est important le volet technique, c'est-à-dire mettre en place des contrôles pour s'assurer que les contrôles de niveau 1 sont bien respectés au niveau de l'entreprise. On doit penser aussi à mettre en place ce qu'on appelle un volet sensibilisation. Et lorsqu'on parle de volet sensibilisation, c'est sensibiliser les managers, faire de la communication, c'est faire de la formation du personnel. C'est grosso modo plutôt essayer d'intégrer le contrôle interne au niveau des comportements, ok, ou intégrer le contrôle interne dans la communication. Tout à l'heure, tu disais en fait que effectivement, lorsqu'on entend la notion de contrôle interne, on a souvent tendance à penser que c'est justement ce gendarme qui va venir contrôler. Ce que tu dois retenir, c'est que la notion contrôle interne, ça vient de l'appellation anglo-saxon to control, qui veut dire maîtriser. Donc, contrôle interne, c'est on essaie de maîtriser notre activité, on essaie de maîtriser nos risques. Et effectivement, pour justement, même d'ailleurs éviter cette approche du gendarme, on essaye de mettre en place, en tout cas, on met en place un dispositif de contrôle interne avec une approche par les risques. Tout à l'heure, je rentrerai plus en détail sur le fait qu'on parle du contrôle interne avec une approche par les risques. Ok? Justement, c'est une bonne transition. On parle de risques. Alors, quels sont pour toi les risques inhérents, les plus fréquents que tu observes dans les dispositifs de contrôle interne en Afrique? Ce que je vois en fait le plus, si je prends l'exemple par exemple de l'activité d'achat, du flux d'achat, on est très souvent exposé à pas mal de schémas de fraude. Je prends juste l'exemple du flux d'achat. Très souvent, on a plus ou moins 5 schémas de fraude qu'on peut constater. Des schémas de fraude qui sont liés à la création de fournisseurs fictifs. Par exemple, ça c'est des choses qu'on peut voir très souvent. Souvent, il y a le schéma de fraude lié au paiement indirect des fois. Okay. La surfacturation, ça c'est quelque chose par contre que je constate le plus. Je pense que c'est un des schémas de fraude qu'on constate le plus en Afrique de l'Ouest ou au Sénégal. Okay. D'autant plus que c'est un schéma de fraude souvent qui est un peu difficile à capter parce que lorsqu'on met en place ce schéma de fraude, on a les documents officiels, mais sauf que derrière, justement, voilà, il y a de la surfacturation. L'autre risque auquel aussi on peut être exposé,
souvent c'est des risques qui sont liés à l'opérationnel, des risques d'erreur. Parce que lorsqu'on a des absences de procédures formalisées, ou des fois on va voir un collaborateur va faire un travail en faisant des erreurs et puis l'absence d'harmonisation des pratiques en fait qui va exposer justement l'entreprise à beaucoup de risques d'erreur. Après il y a le risque classique qui est inhérent, je pense que à toutes les activités, à toutes les entreprises, que ça soit au niveau du Sénégal, en Afrique ou au niveau mondial, c'est le risque cyber security. Risque de le risque d'attaque, voilà, ça par contre je pense que d'ailleurs au niveau de la cartographie des risques de toutes les entreprises au niveau mondial, ce risque-là apparaît en risque net comme élevé, parce qu'aujourd'hui je pense pas qu'il y ait une entreprise qui peut vous dire que voilà, j'ai mis en place tout un dispositif de maîtrise de risque pour minorer la probabilité de survenance de ce risque-là de façon faible. Donc par là on retient que en fait plus on évolue, par exemple là on va parler de la digitalisation, plus on évolue et plus on a de nouveaux risques qui se créent. Donc là justement par exemple avec la montée en fait de l'utilisation par exemple de l'intelligence artificielle, on aura aussi de nouveaux risques encore qui vont se créer. Ça c'est effectivement, oui, ça j'en parlais il n'y a pas longtemps d'ailleurs avec un expert sur le sujet, parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Mais ce que nous devons retenir, c'est que c'est le travail en amont où on doit plutôt sécuriser nos risques. Parce que il y a l'exemple en fait de la Turquie qui avait aussi beaucoup digitalisé toute son l'administration publique. Mais après coup, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait beaucoup de données personnelles qui se sont retrouvées dans le darknet. Donc, qu'est-ce qui ramène ce genre de situation-là? C'est parce qu'en amont, lorsqu'on mettait en place toute cette digitalisation-là, on n'a pas fait attention pour sécuriser bien les process. Okay? Sécuriser bien, par exemple, les flux d'informations qu'on va digitaliser, etc. Okay? C'est pas la digitalisation à soi qui vous minore le risque, mais c'est avant qu'on mette en place cette digitalisation, quels sont les DMR, comme on dit, les dispositifs de maîtrise de risque, quels sont les contrôles clés qu'on met en place pour lorsqu'on va mettre en place cette digitalisation. En parallèle aussi, on sécurise bien les données qu'on va digitaliser. Ok. Alors, est-ce que tu penses que les entreprises sénégalaises perçoivent clairement les bénéfices de la gestion proactive du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques? Pourquoi tu penses que parfois c'est négligé, surtout que, par exemple, un schéma de risque dont tu parlais tout à l'heure, la surfacturation, c'est quelque chose qui est devenu banalisé en fait dans le, Bien sûr. Dans le langage courant. On parle beaucoup de surfacturation dans beaucoup de cas. Mais pourquoi tu penses que c'est toujours négligé dans beaucoup de structures? Je dirais pas négligé, je dirais plutôt une méconnaissance. Donc ça c'est mon ressenti, parce que souvent en fait ce qu'on constate ou ce que je constate au niveau des entreprises déjà, ils font la confusion déjà entre le contrôle interne et l'audit interne. Ils font la confusion entre le dispositif du contrôle interne qui concerne les 3 lignes de contrôle, parce que pour une gestion efficace donc des risques et du contrôle interne, il y a 3 lignes de contrôle qui existent au sein d'une entreprise. Donc il y a la première ligne de contrôle, c'est-à-dire c'est le management opérationnel. Donc beaucoup de collaborateurs, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que déjà la première ligne de contrôle, l'opérationnel, fait du contrôle quotidiennement. Je prends l'exemple au niveau de la comptabilité. Aujourd'hui, lorsqu'ils doivent comptabiliser une écriture comptable, ils vont quand même faire un petit rapprochement entre la facture et le bon de livraison. Donc ça, c'est un contrôle qu'ils font. Et on appelle ça le contrôle de niveau 1. Okay? Dans les établissements financiers ou dans les groupes d'assurance, les banques, ils vont appeler ça le contrôle permanent niveau 1. Okay? Et dans une entreprise, après, il y a ce qu'on appelle le contrôle de niveau 2, où c'est le contrôle interne qui, lui, va venir vérifier est-ce que le contrôle de niveau 1, c'est-à-dire l'opérationnel, respecte bien ce contrôle-là. Et dans certaines structures, selon la taille de l'entreprise, il y a une 3e ligne de contrôle qu'on appelle l'audit interne. L'audit interne qui va venir, lui, vérifier est-ce que le contrôle de niveau 2 et le niveau 1 sont bien respectés. Et est-ce que les contrôles qu'on a mis en place sont efficaces. Okay? Donc là, c'est le dispositif de contrôle interne qu'on met en place. Et souvent, quand on intervient dans nos PME,
au niveau du Sénégal, il y a déjà cette confusion-là. C'est-à-dire, on va mettre en place un service de contrôle interne, mais qui ne connaît pas réellement c'est quoi, quelles sont ses vraies missions. Okay. Deuxièmement, il y a aussi le fait qu'ils vont mettre en place un service contrôle interne, mais la personne qui pilote le département, il y a un manque d'expertise aussi en interne. Souvent aussi, il y a des manques de ressources. Donc, on va mettre quelqu'un au service contrôle interne parce que, à un moment donné, on ne sait pas par où le caser, on va le mettre là-bas. Alors qu'aujourd'hui, le service contrôle interne, on doit avoir quelqu'un qui a au moins quelques années d'expérience en termes de contrôle, qui maîtrise plus ou moins les risques. Parce que tout à l'heure, on parlera aussi du lien entre contrôle interne et la cartographie des risques. Mais, et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de services de contrôle interne aussi. Bon, des fois ça existe, des fois aussi, je vois dans beaucoup de PME, il manque en fait une stratégie pour mettre en place un service de contrôle interne et de gestion des risques. On va parler du fait justement de structurer et d'avoir un bon dispositif. À supposer que l'entreprise parte de zéro. Oui. Comment tu pourrais lui vulgariser, lui expliquer de manière très simple les étapes clés en fait, pour bâtir un dispositif de contrôle interne adapté à son organisation? Le conseil que je lui donnerais, donc déjà, c'est d'avoir une personne pilote, s'assurer justement de la mise en place de toute la démarche qui a été définie, validée par la direction générale. Moi, j'aime bien la démarche par processus, c'est-à-dire dans un premier temps, avec la direction générale, donc identifier les processus clés de l'entreprise. Donc, une fois qu'on identifie les processus clés, on va choisir, on va prioriser. Okay, les processus sur lesquels on va travailler dans un premier temps. Soit on est dans un environnement où on a la chance, on a une cartographie des risques qui existe déjà. Ça, et dans ce cas-là, à partir de la cartographie des risques, on peut définir un plan de contrôle annuel, voire pluriannuel. Soit on est dans un environnement, justement, on n'a pas de cartographie des risques. Là, justement, on va identifier des processus prioritaires parce que selon l'activité de l'entreprise, par exemple, on prend un exemple d'un groupe Nestlé, peut-être ces processus prioritaires ils vont se concentrer sur les processus achat ou processus vente. Ça ne va pas être le cas peut-être dans un groupe d'assurance. Okay? Et une fois qu'on identifie les processus prioritaires, on essaie d'identifier les risques qui sont associés à ces processus. Okay? Par rapport à ces processus-là, peut-être on est dans un environnement, lorsqu'on analyse l'environnement de contrôle, on a peut-être des procédures qui existent sur ces sous-processus et faire des contrôles de niveau 2, s'assurer que les contrôles qui sont décrits dans les procédures, est-ce que sur le terrain, ils sont respectés. Donc on fait ce contrôle de niveau 2. Et en parallèle, c'est pour ça tout à l'heure je disais que le volet sensibilisation est important, mettre en place aussi des actions de sensibilisation pour expliquer aux équipes aussi le bon respect donc, de la procédure, etc. Vous parlez d'avoir une personne clé au niveau de l'organisation. Quand il s'agit d'une petite organisation, c'est-à-dire, disons, un petit magasin, bon, disons une PME de 5 personnes, est-ce que le directeur, enfin le propriétaire, peut être lui-même la personne clé en fait qui va gérer le dispositif, ou est-ce qu'il faut qu'il se détache et qu'il pose quelqu'un parmi les collaborateurs? Moi, je dirais plutôt, je lui conseillerais en fait de plutôt responsabiliser le manager donc du magasin. Et la question est très pertinente parce que on met en place son dispositif de contrôle interne en prenant en compte son environnement de contrôle. Effectivement, lorsqu'on est dans une petite structure, est-ce que ça vaut le coup d'aller créer juste un service contrôle interne pour faire tous les contrôles de niveau 2? Donc, des fois, on peut avoir des problèmes de ressources ou de budget. Dans ce type de cas-là, peut-être le manager, parce que normalement, même dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de contrôle interne, le manager doit souvent assurer des contrôles de niveau 1.2, c'est-à-dire par échantillonnage, il doit s'assurer que ses équipes font correctement
les contrôles ou les différentes tâches telles que sont décrites dans les procédures. Donc, on peut mettre en place ce type de schéma où après ce manager reporte au DG. Bon, là, on parle d'une petite structure. Oui. Mais dans les PME, je pense que souvent, ce que je conseille en fait aux PME, parce que tout à l'heure, je parlais des 3 lignes de contrôle. Mais dans certaines PME, on n'a pas besoin d'une 3e ligne, c'est-à-dire d'un département d'audit interne. Je pense que dans certaines structures, on peut avoir un service contrôle interne fort, qui va assurer les contrôles de niveau 2, c'est-à-dire vérifier que l'opérationnel respecte bien les contrôles de niveau 1 qui sont décrits au niveau des procédures, et rien n'empêche aussi le contrôle interne de se prononcer aussi sur l'efficacité aussi des contrôles qu'on a mis en place. Parce que des fois, on peut mettre en place des contrôles, mais ces contrôles ne couvrent pas les risques auxquels on est exposé. Donc là, on retient que ça dépend, donc le dispositif et les étapes vont dépendre de la taille de la structure, du milieu dans lequel elle évolue et du secteur aussi dans lequel la structure évolue. Ok, donc on va passer à tout ce qui est expérience terrain et bonne pratique. Alors, est-ce que tu peux partager un exemple ou une situation d'absence de contrôle qui a eu des conséquences importantes? Un cas de schéma de fraude. Oui, après, je veux juste aussi apporter une petite précision. Lorsqu'on met en place le dispositif de contrôle interne, c'est pas seulement pour se couvrir des risques de fraude auxquels l'activité est exposée. Okay? On met en place le dispositif de contrôle interne, justement, c'est pour maîtriser les différents risques auxquels on peut être exposé. Et ces risques-là, ça peut être des risques financiers, okay? Des risques qui peuvent impacter la continuité de l'activité, okay? Des risques d'erreur. Mais effectivement, on a très souvent tendance à se dire, bon, on met en place un dispositif de contrôle interne, c'est pour minorer les risques de fraude. Mais c'est pour dire, voilà, il y a aussi d'autres risques qui peuvent affecter l'activité de l'entreprise. Hein. Par rapport à ta question, je donnerai l'exemple en fait de l'absence de restriction des droits d'accès. Ça aussi, je pense que c'est un des constats qui peut exposer l'entreprise à des risques financiers, des risques d'erreur ou aussi un risque majeur, un risque de fraude. Donc, je suis tombé très souvent sur justement des cas où, quand on arrive, on demande une extraction des droits d'accès et on se rend compte que, par exemple, il y a une personne qui est au service d'achat qui se retrouve à avoir des droits d'accès au service comptable. Okay? Et dans ce type de situation-là, on va dire il y a une absence de restriction des droits d'accès. C'est-à-dire cette personne a la possibilité, peut avoir la possibilité, du moins, de faire une demande d'achat, de valider lui-même la demande d'achat, de réceptionner cette demande d'achat et peut-être de faire passer des écritures en paiement au niveau de la compta. Okay? C'est pour ça que je donne toujours un conseil aux PME d'ailleurs, de souvent, par rapport à une certaine fréquence, de faire la revue des droits d'accès au sein de l'entreprise. Donc, et je sais que là où on a beaucoup plus de difficultés, c'est au niveau des mobilités internes. Très souvent, une personne qui était au niveau, par exemple, service RH, qui a, au niveau de l'entreprise, il y avait une opportunité pour occuper un poste au niveau compta, qui va faire une mobilité interne, mais l'informatique oublie de lui désactiver plutôt ses droits d'accès. Donc ça, c'est un sujet qui revient très souvent. D'ailleurs, par réflexe, lorsqu'on accompagne des entreprises pour mettre en place leur dispositif de contrôle interne, souvent c'est un sujet qu'on regarde rapidement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une bonne restriction des droits d'accès? Est-ce que chacun ou chaque collaborateur a bien ses droits d'accès? Ou est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui se retrouvent à avoir des droits d'accès alors que ça ne fait pas partie de leur périmètre de travail? Parce que ça, c'est un des sujets sur lesquels, lorsqu'on se loupe, on est rapidement exposé à des risques de fraude. Okay. Donc voilà. C'est pas un réflexe. Hein. Ça, c'est un réflexe. Et le deuxième problématique ou le deuxième sujet on va dire l'autre
sujet sur lequel je tombe très souvent et je vois que aussi beaucoup de nos PME ne font pas très attention, c'est les personnes qui ont la possibilité de créer ou de modifier les IBAN. Ok, voilà. Ça, c'est un sujet en fait au sein de l'entreprise, on va dire, c'est un des sujets sensibles où il faut très rapidement restreindre les personnes qui ont la possibilité de créer et ou de modifier les RIP. Okay. Parce que très souvent, on se retrouve à avoir plusieurs personnes qui ont cette possibilité-là. Et lorsqu'on n'a pas bien restreint en fait ce sujet-là, une personne peut même laisser le nom, prénom donc du fournisseur et puis derrière mettre son IBAN. Okay. Et derrière, c'est plus tard qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y a eu des fraudes. Et lorsqu'on est dans le cas de schéma de fraude, on doit très souvent mettre en place des contrôles préventifs. Okay? Parce qu'on essaie de prévenir la probabilité de survenance de ce risque de fraude. Parce qu'une fois que la fraude est déjà réalisée, c'est trop tard très souvent. Okay? Donc c'est ce qui différencie par exemple de certains processus où il faut plutôt mettre des contrôles détectives. Par contrôle détective, en fait, c'est des contrôles qu'on met en place pour essayer de détecter par exemple la probabilité de survenance d'un risque. Un exemple, lorsqu'on fait un inventaire, l'inventaire c'est un contrôle détective. Mais lorsqu'on s'assure par exemple de la bonne séparation des fonctions, c'est un contrôle préventif parce qu'on essaye d'anticiper, de prévenir un risque de fraude. Ok, très bien. On va parler de carton. De la gestion des risques. Carton des risques. Voilà. Est-ce que tu peux vulgariser pour les profanes comme moi? Ok. Voilà. En fait, aujourd'hui, le contrôle interne et la gestion des risques sont au centre des enjeux de l'organisation d'une entreprise. Donc, pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de contrôle interne sans pour autant parler de la gestion des risques. D'ailleurs, on ne peut pas parler d'audit interne sans pour autant parler de la gestion des risques. Pourquoi je dis ça? Parce que on va définir son dispositif de contrôle interne avec une approche par les risques. Donc, lorsqu'on a une cartographie des risques ou lorsqu'on met en place sa cartographie des risques, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les ateliers de carto, mais on essaie d'identifier son risque brut. Et une fois qu'on identifie le risque brut, on va analyser ce qu'on appelle les DMR, les dispositifs de maîtrise de risque. Certaines personnes appellent ça EDMR, éléments de maîtrise de risque. En fait, c'est tout ce qui existe comme facteur d'atténuation et comme contrôle clé. Et lorsqu'on fait la carte des risques, donc on va challenger donc le process owner qui va nous dire par exemple mon DMR est significatif. Okay? Jusque là c'est bon. Okay? Et le brut moyen, les DMR, ça vous permet d'avoir votre risque net. Mais le contrôle interne peut s'appuyer donc sur les résultats de la cartographie des risques pour définir déjà son plan de contrôle annuel en priorisant certains processus en se disant dans notre cartographie des risques, donc on a le processus recrutement ou on a le processus achat où on a des risques nets qui sont élevés et peut-être qu'on va prioriser nos travaux là-dessus. Mais lorsque le contrôle interne va faire ses travaux contrôle interne, il va en profiter pour tester la robustesse de ces DMR-là. Parce que lorsqu'on faisait l'atelier de carto, le processus owner, c'est sur du déclaratif qu'il a dit que oui, bon, j'ai des contrôles qui existent dans mon service. Ces contrôles-là sont efficaces. C'est-à-dire, si demain le risque brut, si on a un risque qui apparaît, ces contrôles-là me permettront de diminuer, en tout cas, la probabilité de survenance ou l'impact de ce risque. Et lorsque le contrôle interne va faire du contrôle de niveau 2, il va en profiter pour tester la robustesse de ces DMR. Parce qu'il faut d'abord avoir une idée de tous les risques auxquels peut être confrontée la société. Ouais. Donc, au sein d'une structure, en fait, quand on fait des ateliers de cartographie, donc en fait, vous collaborez vraiment avec tous les maillons de la chaîne. Bien sûr, ça, en fait, En fait, lorsqu'on veut mettre en place une cartographie des risques au sein d'une entreprise, on a deux types d'approches. On a ce qu'on appelle l'approche top-down, c'est-à-dire l'approche descendant, et l'approche bottom-up, l'approche ascendant. Donc, mais ce que je conseille aux PME,
c'est commencer par une approche top-down, finir par une approche bottom-up. L'approche top-down, c'est quoi? C'est lorsqu'on veut mettre en place la CARTO, dans un premier temps, on va définir notre référentiel des processus et notre référentiel des risques. Et ça, on le valide avec la direction générale. C'est pour ça qu'on parle d'approche top avec la direction générale. Okay? Donc, une fois qu'on définit le référentiel des processus, parce qu'il faut déjà qu'on ait une idée précise quels sont les processus de l'entreprise. Donc, de ces processus-là, on sait que pour chaque processus, il y a des risques qui sont associés. C'est des risques inhérents à l'activité. Okay? Donc, c'est cette première phase-là qu'on appelle la phase d'identification des risques inhérents au risque brut. Lorsque tu entends risque inhérent au risque brut, ce sont les risques avant prise en compte des moyens de maîtrise qui existent au sein de l'entreprise. Okay? Une fois qu'on identifie, on met en place notre référentiel des risques, en parallèle aussi, on met en place ce qu'on appelle nos tableaux de cotation. Okay? Les tableaux de cotation aussi, on le valide avec la direction générale. Okay? Et à partir de là, on va fixer les ateliers de CARTO par sous-processus. Atelier de CARTO, on le fait avec le responsable du processus ou, dans un premier temps, on voit avec lui, on identifie plutôt avec lui le risque brut. Et pour identifier le risque brut, on identifie dans un premier temps ce qu'on appelle la probabilité de survenance du risque. Une fois qu'on identifie la probabilité de survenance, on va analyser avec lui ce qu'on appelle l'impact financier. Par contre, certains PME ou certaines entreprises vont vous dire, en plus de l'impact financier, moi j'aimerais bien que vous mesurez l'impact concernant l'image et ou la réputation. D'autres vont aller beaucoup plus loin en vous disant, j'aimerais bien aussi que vous mesurez l'impact réglementaire, etc. Okay? En tout cas, voilà, on sort la probabilité de survenance, on sort les impacts. Et probabilité de survenance et impact vont permettre de sortir ce qu'on appelle son risque brut via une matrice. Donc, sans pourtant rentrer dans le détail. Hein. Et une fois qu'on a le risque brut, après derrière, on va analyser ce qu'on appelle nos DMR. Par exemple, on va dire, par exemple, j'ai mon risque brut qui est élevé, mon risque de fraude, par exemple, concernant mon process achat est élevé en brut. Et je précise encore une fois, lorsqu'on parle de risque brut, c'est le risque avant prise en compte des moyens de maîtrise qui existent. Okay? Après, le responsable du service va vous dire, effectivement, mon risque brut est élevé, mais attention, dans mon service, il va vous dire, j'ai des procédures qui sont formalisées, il y a un pilotage qui est mis en place. En plus de ça, on a des contrôles clés qu'on a mis en place, etc., etc. Donc ça, on appelle ça DMR, dispositif de maîtrise de risque, élément de maîtrise de risque. Lorsqu'on analyse ça, derrière, on va prendre brut moins ton DMR, c'est ça qui va te sortir ce qu'on appelle ton risque net. Okay. Donc ça, cartographie des risques, c'est un projet à part, donc différent. Ok? Donc voilà, je ne sais pas si c'était ça ta question. Si, c'est bon, ça répond à la question. Voilà. Et une fois on fait tous ces ateliers-là, donc via une matrice, donc on va consolider donc tous les résultats, donc et puis ça va servir de tableau de bord à la direction générale qui, par exemple, aura une idée précise pour chaque sous-processus quels sont les risques qui sont associés et quels sont les risques nets. Okay. Donc voilà. Dans des grands groupes, parfois, pour tester un peu la résistance de leur cybersécurité, ils vont faire appel par rapport à des hackers. Ouais. Tu vois? On appelle des tests de robustesse. Voilà, pour tester la robustesse du système de sécurité. Est-ce qu'en contrôle interne, il arrive que vous ayez en fait des cas vraiment pratiques, réels? Je te donne un exemple tout bête qui me vient en tête. Un poste qu'on a oublié de verrouiller. Bien sûr. Un ordi. Et imagine par exemple que moi, disons que je fais un petit audit et que je vois le poste d'un des collaborateurs qui n'est pas verrouillé. Et que j'aille sur son poste, que je cherche un peu peut-être je sais pas, que j'envoie un mail à partir de son poste à toute la direction générale. Est-ce que ça, on peut considérer comme preuve de la non-robustesse, on va dire, du système de contrôle interne? Ça se fait pas de manière aussi... Oui, non, je vois en fait, et j'ai quelques exemples là-dessus, parce que bon, sur tes explications, tu as parlé contrôle interne, audit interne, donc je dis c'est deux choses qui
Ok. J'ai eu à faire des missions dans des environnements où, par exemple, c'est le service IT qui, des fois, entre midi et deux, des fois, il va faire le tour au niveau des bureaux. Et ceux qui ont oublié, par exemple, de fermer, verrouiller leur ordinateur, en fait, c'était un jeu. Ils vont récupérer carrément l'ordinateur. Et ce qui fait que la personne, quand il revient, il voit que il n'y a pas son ordinateur. Donc, c'était une manière aussi de les sensibiliser pour qu'ils aient ce réflexe de toujours les sécuriser. Okay? Et ça, c'est niveau 1, l'IT qui assure ce niveau 1. Donc, dans le cadre, par exemple, le service contrôle interne qui est au niveau 2, lorsqu'il va tester ça, hein, parce que dans la politique PCCI, on a bien décrit que les gens, en fait, doivent tout le temps sécuriser leur ordi. Il peut prendre un échantillon et vérifier est-ce que cette politique, en fait, est bien respectée ou pas. Okay. Du coup, tu m'as parlé de preuve, c'est-à-dire la preuve comme quoi c'est respecté ou c'est pas respecté. J'ai pas compris c'était quoi, en fait. Quand je dis preuve, c'était... moi, dans mon imagination, c'était juste dans l'optique où j'essaie de déceler les risques, en fait. C'est comme si je venais mon premier jour dans une entreprise qui n'a jamais effectué de tout ce qui est relatif à un dispositif de contrôle interne. Il y a toujours un dispositif de contrôle interne. Parfois, il n'est juste pas formalisé. Non, en fait, voilà, souvent quand j'anime des formations, d'ailleurs, je leur dis, en fait, il y a toujours un dispositif de contrôle interne. Peut-être le dispositif de contrôle interne n'est pas encore mature, ou il n'a pas encore un niveau de maturité élevé. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand on arrive, la première chose qu'on doit faire pour mettre en place son dispositif de contrôle interne, c'est d'analyser l'environnement de contrôle, c'est-à-dire analyser l'existant. Et c'est là où peut-être des fois, tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a des procédures qui existent. Il y a certaines politiques qui sont déjà mises en place par la direction générale, etc. Ou des fois, tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'échanges oraux, mais que par exemple, il n'y a pas de procédures formalisées, il manque encore. Donc, il y a toujours un dispositif de contrôle interne, mais après, on est en train de mesurer le niveau de maturité. Effectivement, on a beaucoup de PME aujourd'hui au niveau du Sénégal, où on a peut-être des dispositifs de contrôle interne avec un niveau de maturité qui est faible. D'accord. Ok. Très bien. Alors, on va passer aux questions de fin. Donc, quel est selon toi le plus grand mythe qu'il y a autour du contrôle interne? Oui, voilà. Non, oui, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. En fait, le mythe, en fait, c'est de croire qu'en fait, le contrôle interne, c'est l'affaire seulement du service contrôleur interne. Ou le contrôle interne, c'est un gendarme qui vient pour voir que ce qui ne va pas. Alors que lorsqu'on prend la définition, ou une des définitions qu'on donne du contrôle interne, on dit que c'est un processus mis en œuvre par le conseil d'administration, la direction générale, les collaborateurs, et qui a pour objectif de donner une assurance raisonnable concernant la maîtrise de nos risques. Donc, rien que ça démontre que le contrôle interne, c'est l'affaire de tous les collaborateurs de l'entreprise. Tout à l'heure, j'ai décrivé en fait les 3 lignes de contrôle pour dire que le management opérationnel, déjà, fait du contrôle interne. Donc, c'est eux qui font les contrôles de niveau 1. Et que le service contrôle interne fait du contrôle de niveau 2. Donc, le contrôle interne, c'est l'affaire de l'ensemble des collaborateurs. L'objectif, au final, c'est d'essayer de maîtriser les risques auxquels on peut être exposé ou de bien maîtriser notre activité. Alors, s'il y avait un seul conseil, un mot de la fin, le conseil ultime à retenir pour les entreprises et les entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel? C'est de se dire qu'en fait, c'est bien en fait d'avoir du financement. On peut avoir des milliards, mais si derrière on ne maîtrise pas les risques financiers ou les risques de fraude auxquels on est exposé, très souvent, ça va entraver les objectifs auxquels on s'est fixé pour faire grandir l'entreprise. Et que donc, c'est important de prendre conscience des risques auxquels son activité est exposée et de réfléchir sur qu'est-ce que je vais mettre en place en termes de moyens de maîtrise pour au moins diminuer
la probabilité de survenance de ce risque ou l'impact que ce risque peut avoir, l'impact bien entendu négatif que cet impact peut avoir sur notre activité. Donc il faut avoir, surtout le dirigeant doit avoir une visibilité sur les 3, 4, 5 risques majeurs auxquels son activité est exposée et de réfléchir justement sur quel dispositif de maîtrise je peux mettre pour ne pas être surpris. Parce qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus complexe, où la meilleure approche, c'est d'essayer d'anticiper plus ou moins les risques auxquels on est associé. On ne va pas attendre que les risques soient avérés pour essayer de trouver des solutions. Et au Sénégal, on a plutôt tendance à attendre que les scandales arrivent pour derrière réagir. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps, ça me permet même de parler un peu tu as dû suivre le débat aujourd'hui quand on a sorti le rapport sur la Cour des comptes. Quand tu regardes le rapport sur la Cour des comptes, il y a une chose qui saute à l'œil, c'est-à-dire c'est l'absence de dispositif de contrôle interne efficace, ou du moins un niveau de contrôle interne faible. Parce que si on avait des dispositifs, un service contrôle interne qui assure les contrôles permanents de niveau 2, ça nous aurait permis d'anticiper peut-être ces risques-là auxquels on a été exposé. On a souvent tendance à dire l'audit, ils sont venus, ils ont fait de l'audit, mais l'audit intervient de façon périodique. Alors que lorsque tu as un service contrôle interne fort, il est là de façon permanente et par rapport à son plan de contrôle avec une approche par les risques, au moins il peut faire des contrôles, anticiper les risques auxquels on est exposé. D'ailleurs, c'est une des différences. Lorsqu'on dit quelle est la différence entre le contrôle interne et l'audit interne, le contrôle interne, il est là de façon permanente au sein de l'entreprise et l'audit interne, il intervient de façon périodique. C'est la raison pour laquelle le rapport de la Cour des comptes, c'est après qu'il a fait ses contrôles et qu'il s'est rendu compte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est pas de mettre en place, en tout cas, des services de contrôle interne forts pour éviter que tous ces scandales-là qu'on voit chaque jour, je le vois quand on voit le rapport sur le Covid-19, quand on voit le rapport de la Cour des comptes, tout ça, est-ce qu'il n'est pas temps, et c'est pas le moment plutôt, de mettre en place des services de contrôle interne forts, avec, que ce soit l'administration publique ou dans le privé, avec une cartographie des risques, avec une visibilité sur les risques majeurs auxquels on est exposé. On dit, vaut mieux prévenir que guérir. Il faut bien prévenir que guérir. Merci beaucoup. Et puis, tu as un mot de la fin? Je suis très rassuré aujourd'hui au niveau de nos PME. J'ai vu qu'en fait, ils commencent de plus en plus à prendre conscience de l'importance de mettre en place un service contrôle interne, du moins l'importance de maîtriser les risques auxquels ils sont exposés. Parce qu'on le voit, de plus en plus, ça commence un peu à bouger, que ce soit des structures de petite taille ou des grandes entreprises. Parce qu'avant, on le voyait beaucoup au niveau des établissements financiers, bancaires ou groupes d'assurance. Pourquoi? Parce que eux, ils n'avaient pas le choix. Parce que les exigences réglementaires font qu'ils devaient se prononcer formellement sur leur degré de fiabilité de leur dispositif de contrôle interne. Mais maintenant, de plus en plus, les PME, les petites structures aussi, voient l'importance de mettre en place quelque chose. Alors, je te remercie d'avoir participé à notre épisode. Merci beaucoup. Alors, on a fait le point sur le contrôle interne. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets. Sur l'audit interne, pourquoi pas. Sur l'audit interne. Voilà. Et je remercie aussi toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager, à commenter et surtout à garder l'esprit.